Ça y est. Bonjour YouTube. Du coup, je suis avec Mathilde, le Faucon littéraire, et vous pourrez retrouver Bonjour à tous tous. ces liens en barre d'infos. Bah déjà, je te propose de commencer par la question un peu habituelle. Peux-tu te présenter en quelques mots, rapidement? Oui, bien sûr. Donc, mon prénom, c'est Mathilde. On peut me retrouver sous le pseudo du Faucon littéraire sur Instagram et YouTube, même si je suis pas très présente sur Instagram, on va pas se mentir. J'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, pour partager mes lectures assez variées. C'est vrai que j'ai pas forcément de genre de prédilection. Je lis un peu de tout. Mais voilà, sinon, je vis à Paris, je voyage pas mal, donc ça, c'est un contenu que j'aimerais bien proposer un peu plus aussi sur la chaîne autour du voyage. Et puis, euh, et puis voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Ah, bah, c'est déjà très bien. Euh, du coup, la question aussi habituelle à chaque fois que je commence, quel est ton premier souvenir de lectrice? Le premier souvenir qui Bah, te vient à l'esprit. ouais, j'ai un peu réfléchi à cette question et en fait, il y en a un peu deux parce qu'il y a le tout premier souvenir, c'est le livre avec lequel j'ai appris à lire, en fait, je pense. Mhm. Euh, Parce que j'ai la chance, en fait, mon papa travaille dans la commune où j'ai été à l'école et il avait eu la chance, en fait, de récupérer les livres avec lesquels on avait appris à lire à l'école. Et moi, j'avais appris à lire avec c'est l'histoire d'un garçon d'une tribu, je crois, africaine, euh, qui, euh, qui doit sauver, en fait, sa tribu parce que les hommes se font manger par un gros serpent. Et lui, en faisant preuve un peu de ruse, etc., il va réussir à, à un peu ouais, combattre le serpent et faire en sorte qu'il mange plus ses compatriotes. Donc ça, c'est vraiment le tout premier souvenir, parce que bah, forcément, je pense que c'est une des premières Mhm. histoires vraiment livresques que j'ai découvert. Mais après, dans mon enfance, si vraiment on me demande quels sont, euh, quels sont les livres qui t'ont le plus marqué, enfin moi, c'était vraiment les BD, quoi. Astérix, Tintin, Titeuf, vraiment les Ah oui, basiques. les basiques de la franco-belgique. Exactement. Les Picsou aussi. On a une étagère entière chez mon papa, enfin une espèce d'armoire entière où c'est vraiment que des Picsou. Et j'ai bouffé ça quand j'étais petite, vraiment par quantité. En fait, j'ai toujours cru que j'étais une grande lectrice, mais en fait, pas du tout, dans le sens où j'ai pas lu beaucoup d'ouvrages, j'ai juste lu les mêmes en boucle, en boucle, en boucle. Et pour le coup, les Picsou, les Tintins et l'Astérix, c'est vraiment ça. C'est déjà pas mal, hein, la BD. Je suis un grand défenseur Ouais, de la BD. C'est déjà énorme, hein, ouais, ouais, lire beaucoup de BD. pareil. Il Ouais. faut, il faut de tout. Il faut de tout. Alors, j'essaie toujours de rajouter un peu des images à l'écran. Si t'avais vu, si t'as vu quelques lives, J'ai vu, oui. hop. Ouais, c'est vrai que ça va, ça. Tout le monde, je pense, tout le monde connaît Oui. les histoires de Picsou et tout. Mais c'est vrai, et c'est ça que je pense qui fait que après l'adolescence, bah forcément, je me suis tournée naturellement vers les mangas aussi, Mhm. parce que c'était un peu la continuité logique. Et je pense que c'est vraiment plus vers peut-être 16 ans que j'ai commencé à plus découvrir la young adult, la fantasy avec Ouais. bon classique Twilight et tout. Mais avant ça, en fait, à part quelques livres de bibliothèque rose, de bibliothèque verte, j'ai lu très peu de romans en fait. Je pense quand j'étais petite et avant 16 ans, c'était beaucoup 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 de graphiques. D'où je pense aussi l'attrait que j'ai encore pour ce type de littérature. Et est-ce que tu penses que moi je sais que je lisais beaucoup de graphiques parce que ça se lisait vite et surtout que ça me faisait moins peur par rapport aux romans qu'on proposait à l'école. Genre les romans, des fois c'était des pavas, c'était des livres qui m'intéressaient Ouais. pas tant. Est-ce que toi, tu penses que c'est peut-être ça qui a fait l'effet que tu as mis un peu plus de temps à te mettre à la lecture romanesque ou pas du tout? C'est juste que tu étais plus intéressé par autre chose? Je pense que j'ai jamais conscientisé le fait que j'en avais peur ou je me suis jamais dit ah non, ça c'est gros, etc. Puis ensuite, quand j'étais au collège et qu'il fallait lire des livres pour le français, en vrai, j'aimais bien. Ça me dérangeait pas, même si j'ai pas lu une quantité de classiques incommensurables, ça m'a jamais dérangé. Mais je pense que c'était juste le côté où c'était plus ludique. Pour moi, c'était plus intéressant. En fait, il y avait le côté où tu es plongé dans une histoire, mais il y avait des belles images. Je sais pas, ça avait plus d'intérêt pour moi à l'époque. Mais c'est vrai que non, j'ai jamais pensé que ça me faisait peur. La grosse littérature, après, c'est jamais été non plus ce qui m'a le plus attiré, même si j'ai lu quelques classiques, mais plus parler, enfin, ça n'a jamais été de moi-même. C'est plus, ah, faut lire ça à l'école, je lis, c'est sympa, et puis après, je passe à autre chose. Est-ce que tu te souviens d'un livre que tu as lu à l'école et que tu as
beaucoup aimé ou... Ouais, j'ai lu, bah, c'est la première fois que j'ai lu L'étranger d'Albert Camus. C'est la première fois aussi que j'ai lu du Victor Hugo ou des choses comme ça. C'est vrai que L'étranger de Camus, je pense que c'est la première fois que je me suis dit, ah ouais, de la littérature, ça peut ressembler à ça aussi. Tu Parce sais que que moi, je je pensais, l'ai jamais lu. Je l'ai jamais lu. c'est Albert vrai? Camus, je n'ai jamais lu Albert Camus. Je n'ai jamais lu Victor Hugo. Si j'ai lu une partie de Notre-Dame avant d'abandonner, parce que c'était une belle pavasse Mm. aussi. Mais Ouais, Albert ouais, Camus, j'ai ouais. jamais lu. Bah, en fait, c'est ça, Albert Camus, en fait, avant, on se dit, bon, enfin, ça fait partie des auteurs classiques, et souvent, on se dit, bon, les auteurs classiques, c'est du Maupassant, c'est, je sais pas, moi, ou de la poésie, genre du Baudelaire, et il y a quelque chose d'un peu lourd. C'est des longues descriptions. Moi, je me souviens la première fois que j'ai lu La peau de chagrin de Balzac, je me suis dit, ah ouais, le mec il passe 3 pages à décrire ce qu'il voit dans l'œil d'un mendiant. Et vraiment, c'est ça, c'est pendant des lignes et des lignes, il va vraiment décrire des mini-détails. Et ok, les histoires sont intéressantes en termes d'intrigue, mais c'est assez lourd. Et en fait, après, j'ai lu Camus, et en fait, Camus, c'est pas du tout ça. Camus, au contraire, il y a un peu d'absurde, c'est des phrases assez courtes, c'est des phrases qui vont droit au but, il y a beaucoup de... euh, ouais, c'est de la littérature qui est beaucoup plus directe, et je m'étais dit, ah ok, ça peut ressembler à ça aussi. Donc je pense que c'est pour ça que ça m'avait marqué, parce que je pensais que c'était tout le temps un peu, pas un peu chiant, mais que voilà, il fallait s'accrocher, entre guillemets. Et en fait, là, pas du tout. Bah, Du écoute, coup, bah, si t'as pas aimé Victor Hugo, parce que c'était un peu trop lourd et que c'était un peu ardos à Mhm. prendre en main quand t'es fatigué, bah, je trouve Camus, c'est plus abordable. Et puis, il y a plus de sous-entendus, euh, puisque du coup, il prend pas le temps de tout expliquer. Il y a un peu plus, je trouve, de travail à faire toi en tant que lecteur, et ça t'implique un peu plus aussi, tu as une expérience plus personnelle de lecture. D'accord, ok. Bah, tu vois, tu m'as parlé de Balzac. Moi, il y a deux livres que je n'ai jamais lus en cours, enfin, que les professeurs nous ont proposé, nous ont imposé de lire et que je n'ai jamais fini. C'est Mhm. Balzac, le Père Goriot, Ouais. et c'est celui de merde, je vais manger le nom là, celle qui fait un livre tous les ans là et qui cartonne à chaque fois et qui sont tout petits ces livres et qui sont vendus 18 balles. L'autrice française là. Ah, j'ai perdu son nom. Je vois pas du tout. Amélie Discret. Nothomb. Amélie Nothomb. Ah! Il nous avait proposé Stupeur et Tremblement, je crois qu'il s'appelle, et j'ai pas été jusqu'au bout. Ça m'a saoulé. C'est Ouais, sur la. Amélie Nothomb, c'est vraiment spécial. Moi, j'en ai Mm. lu un. Je crois que c'était sur une danseuse. Comment il s'appelle? Peut-être un truc genre Le Petit Robert ou je sais plus trop du nom, mais c'était sur une petite danseuse, je crois. Franchement, j'avoue, je me souviens plus trop comment il s'appelait. Mais c'est Robert des vraiment noms propres. Je viens de Robert de trouver, Nompropre, exactement, c'est ça. trouver ça sur Google. Hop. Et, mais alors, ce livre, je pense que par exemple, ça, c'est vraiment le genre de livre où quand on y repense, on se dit en fait, je l'ai lu beaucoup trop jeune parce que c'est des thématiques que tu peux pas comprendre totalement quand justement tu as 14-15 ans. Je pense que c'est pareil, je crois que j'avais dû le lire pour l'école. Et maintenant, en y repensant un peu, enfin, j'ai pas des souvenirs très, très, très marquants, mais je me souviens quand même un peu des thématiques. Et en fait, je me dis, bah, quel est l'intérêt de faire lire des trucs comme ça quand t'as 12 ans? Parce que, en vrai, tu comprends pas la moitié du livre, et c'est des livres qui abordent des thématiques tellement plus adultes, je trouve, que bah, je trouve que tu passes un peu à côté, en fait, quand t'es adolescent. Ouais. Je suis assez d'accord, ouais, bah, comme le Père Goriot, enfin moi je me suis endormi quand il passe 500 pages à décrire Paris. Bah, c'est ça. Et en fait, enfin, tu te dis, la littérature, c'est tellement riche. Et en Mm. fait, euh, il y a des enfants qui sont là, ah, j'aime pas lire, j'aime pas lire. Mais évidemment, si un gamin qui a jamais lu, parce qu'il n'y a pas trop de livres chez lui, etc., et que tu lui fous le Père Goriot dans les mains au tout début, ah, évidemment qu'il n'aime pas, évidemment qu'il n'a pas envie de lire et qu'il trouve ça super chiant. Et que pour lui, en fait, tous les livres ressemblent à ça. Alors qu'en Mm. fait, si on donnait une espèce de liste avec plein de livres un peu différents, euh, à des enfants et qui pouvaient choisir déjà, qu'il y avait vraiment une action de choix où tu choisis toi-même quel livre tu as envie de lire et tu t'en lances, bon bah déjà tu as un peu plus de motivation. Et puis il y a tellement de livres qui sont beaucoup plus simples à lire, beaucoup plus ludiques et qui apporteraient le plaisir de la lecture à des enfants.
Enfin, je trouve ça un peu dommage en fait de les dégoûter dès le début en essayant de leur faire lire du Balzac plutôt que de leur donner le choix de lire des livres qui sont un peu plus faciles au début, puis après tu progresses quoi, Ouais, progressivement. c'est ça. Tu as Mathilde qui pose une question qui demande si tu as lu d'autres Camus ensuite. Ou est-ce que tu étais Euh, à l'étranger? ouais, j'ai lu La Peste aussi. Alors je crois que c'est les deux seuls que j'ai lus et j'avais préféré La Peste, Ah, t'as qui préféré La était Peste à l'étranger? ouais, j'avais préféré parce que en fait l'étranger justement pareil, je l'avais lu, je crois quand j'étais en première ou quelque chose comme ça, et j'étais passée un peu à côté la première fois et en fait je l'ai relu et je m'étais dit ok en fait enfin, c'est quand même vraiment un chef-d'œuvre, mais la toute première fois j'étais pareil un peu jeune je pense pour l'avoir lu et La Peste pour le coup ça m'avait plus intéressé parce que déjà il y a un côté où ça s'inscrit plus dans l'historique parce que apparemment Camus se serait documenté sur une peste, je crois, de 1945 pour décrire un peu ça, alors qu'en fait dans L'étranger, c'est vraiment la psychologie du personnage qui vient de vivre sa mère, qui vient de perdre sa mère, comment elle réagit à tout ça. Et il y a un côté très justement psychologique. Et donc, quand tu passes un peu à côté de la complexité du récit ou de comment c'est construit et de l'absurdité de la chose, bon, c'est un peu plus difficile de t'imprégner. Alors que dans La Peste, j'avais plus facilement, je sais pas, j'avais plus facilement capté les revendications. On en avait parlé sous forme d'analogie du nazisme. Donc, comme c'est quelque chose que tu étudies beaucoup en cours quand tu es jeune, ça m'avait plus marqué. Et c'est vrai qu'il m'a laissé un souvenir un peu plus fort. Ok. Bah, du coup, Mathilde te conseille Les Justes de Camus, très accessible et très beau, elle dit. Ok, je note. Voilà. J'ai un petit papier et un crayon pour noter les recommandations de l'interview. Ouais, j'enrichis aussi ma wishlist à chaque fois, à chaque interview. Oui, tu dois De avoir des chaque... bonnes recommandations à chaque fois. Ah ouais, le problème c'est qu'au bout d'un moment, ma palle a fait déjà 300 livres alors. Ah oui, 300. Ah ouais, d'ailleurs, bah tiens, vu qu'on parlait de pales, et d'ailleurs je ne compte que les romans. Toi, t'as une Ok. palle assez excessif, ça va, quel est ton rapport avec ta palle aussi? Alors, j'ai pas une très très grosse palle. Honnêtement, là, donc j'ai chez mon père, en gros, ma bibliothèque, bon, ça c'est un peu chiant parce qu'elle est séparée en fait en deux endroits, puisque donc j'habite à Paris. Et à Paris, bon, bah, j'ai pas un appartement non plus, il est gigantissime. Donc, je peux pas garder énormément de livres. Et donc, souvent, dès que j'ai lu des livres, hop, je les rapatrie chez mon père. Où là, dans ma chambre, j'ai une grande bibliothèque, etc. Et donc, je pense, donc là, au-dessus de ma tête, j'ai une étagère où il y a à peu près, je pense, 25 livres. Et puis à Paris, je dois en avoir aussi une trentaine, cinquantaine max. Donc je pense que je suis à 70 livres dans ma palle. Donc c'est pas énorme, c'est pas énorme. Et puis ça tourne beaucoup, puisque souvent, soit j'achète et je lis directement, soit je les sors au fur et à mesure dès que j'en ai envie. Donc, c'est vrai que pour le coup, j'ai pas une très très grosse palle, donc je m'en soucie pas trop. En plus, bon, comme j'ai des livres chez mon père, je les ai pas tout le temps sous les yeux, et c'est sympa parce que des fois je les oublie, je reviens ici, je suis en mode ah oui, c'est vrai que j'avais ça, ah bah tiens, je peux le ressortir maintenant et tout. Mais, euh, mais je pense qu'en gros, là, les livres dans les 70 que j'ai, on va dire qu'il y en a certains qui sont rentrés il y a vraiment très longtemps parce que t'as des moments où t'as plus des achats compulsifs, où tu vas chez Gilbert Joseph, ah, tu vois des livres en promo, tu te dis, ah ouais, c'est pas cher, ça a l'air sympa, je prends. En fait, t'as pas trop envie de le lire maintenant, tu laisses traîner. Et maintenant, j'ai plus une philosophie où j'achète, je lis directement. J'essaye vraiment de me laisser porter par l'envie du moment pour pas qu'en fait un livre reste hyper longtemps dans ma palle, parce que je me dis, bon, c'est quand même dommage, je l'ai acheté. Ouais, J'avais envie de le lire à un moment et juste parce que je l'ai laissé traîner, t'as plus finalement, envie. je vais pas. Ouais, voilà, j'ai plus envie. Mais je pense que j'ai une relation saine à ma palle parce qu'en fait, j'y pense pas. Je pense qu'une Oui, relation saine à sa palle, en fait, c'est un peu s'en foutre. C'est-à-dire que les livres sont là, t'es content qu'ils soient là quand tu peux piocher, mais ensuite ils te stressent pas si tu les as sous les yeux. Mais je pense qu'à l'inverse, si j'avais une palle de 300 livres, je pense que ça me stresserait. Je oh, moi, pense que ça me stresserait. en fait, moi, c'est pas la palle qui me stresse, c'est vraiment que je me dis, dans
un mois et demi, c'est mon anniversaire, Ah, et qu'il va y en avoir d'autres qui vont arriver, tu vois. C'est ça qui me stresse le plus, en ouais, fait. C'est plus le fait que, tu... ouais, ils sont là, je m'en fous, mais c'est ceux qui vont arriver après, qui vont du coup entasser, entasser. Et au bout d'un ouais. moment, il n'y a plus de place aussi. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, j'ai l'impression que quand même la plupart des gens qui se disent il faudrait que je diminue ma palle, c'est pas par le principe d'avoir des livres, parce qu'en fait, souvent, au contraire, c'est sympa, et puis si on achète des livres, c'est parce qu'on aime ça, les objets livres, on aime les avoir et tout. C'est plus un problème de place. Forcément, bah, il y a plein de livres qui s'entassent, et à un moment, il faut les stocker, quoi, sans empiéter sur l'espace des gens avec qui on vit ou des choses comme ça. Oh, bah, Magda a offert un abonnement à quelqu'un sur la chaîne. Bah, merci beaucoup, Magda, c'est très gentil. Bon, sinon, le chat, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, profitez-en. Mathilde est là. Ouais, exactement. Sinon, j'ai vu, moi, il y a une vidéo que j'adore sur ta chaîne, que je regarde de temps en temps. C'est ce que je Ah, re-regarde de temps en temps. C'est ta vidéo sur le féminisme de Stephen King, que j'aime beaucoup, que j'avais beaucoup partagé sur le groupe Un King par mois oui, ensemble. je m'en Tu sais, on souviens. lit des Ouais. Kings. Mhm. Euh, donc aujourd'hui, on est sur le mois de mars. Donc je sais pas si tu participes, mais je pense à Mars au féminin de Flow and Books. Alors, j'ai pas participé parce que je sortais du Cold Winter Challenge et j'avais pas Hmm. trop envie de me remettre une palle de livres à lire sur le mois. Mais après, quelque chose que j'essaye de faire en fait en continuité dans l'année, de me dire, Hmm. OK, lire des livres, des essais ou lire des autrices. C'est quand même quelque chose que je fais assez naturellement, je trouve. Donc, je participe pas, mais j'ai beaucoup suivi les pales des gens qui participaient, etc. Juste, bah, moi, j'avais pas trop l'envie ce mois-ci, mais Mhm. Et est-ce que pour toi, quel est le King le plus féministe que tu as lu? ouh, le King le plus féministe. C'est vraiment difficile, difficile parce que il y a ceux en fait qui l'a voulu ouvertement féministe, comme le tout dernier, mais Quel? Le tout dernier? Qui a voulu bah, ouvertement celui féminin. qu'il a écrit avec son fils. Ah, Rose Mader, c'est ça? Non, c'est Ouais. pas Rose Mader, c'est Non, Sleeping Beauties. et Sleeping Beauties, Ouais. exactement. Ah, c'est pas, en fait, je sais pas si c'est le tout dernier. Moi, c'est le tout dernier que j'ai lu, mais en fait, il y en Oui, a non, il y peut-être en a eu pas mal 5 depuis, c'est entre-temps. pour ça que Ah oui, mince. j'étais en mode La le meuf est à dernier. la Personne m'en a La meuf parlé est qu'il à était la fini ramasse. celui-là. Mais tant mieux, si du coup les personnes en avaient parlé, mais que toi tu as vu qu'il était féministe, ça aurait pu être intriguant du coup, mais non, du coup, oui. Ok, donc Sleeping Beauties, pour toi qui est. Donc Oui, il celui-là, est ouvertement féministe, c'est celui où les en femmes fait, il s'endorment, est c'est ça? exactement celui où du coup, la société se retrouve juste bah, sans femme. Et elle s'endorme dans une espèce d'utopie. Et ensuite, elles, elles se reconstruisent en tant que femmes, du coup, loin, justement, en fait, des violences un peu du patriarcat, etc. Bon, c'est un peu utopique. Mais je sais pas si tu l'as lu, celui-là. Non, pas encore. Ok. Et, J'en ai peur parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques négatives dessus. Je crois que c'est un de ceux que j'ai vu le plus de critiques négatives. ok. Bah, je sais pas le meilleur que j'ai lu. C'est vrai, c'est pas. Parce que, en fait, il y a un peu aussi un côté où le féminisme est devenu tellement un peu mainstream. Enfin, et c'est bien, hein. Bah, avant, il n'y avait pas autant de marques, de livres qui se proclamaient ouvertement féministes ou qui traitaient ce sujet comme un sujet vraiment de premier plan, quoi, qui était vraiment, OK, on va parler de ça. Et ensuite, il y a des sujets secondaires. Et c'est vrai que le côté où des fois, ça prend un peu des gros sabots, style, on veut démontrer ça et on y va vraiment à fond. Des fois, ça peut manquer un peu de nuance, de complexité, on va dire. Et c'est vrai que bon, là, dans le livre de King, c'est un peu manichéen, quoi. Il y a un Mm. peu un côté où si toutes les femmes là se retrouvaient seules, ça serait vraiment la société parfaite. Bon, on va pas aller jusque-là, mais mais je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a, qu'il a eu des critiques. Puis en plus, c'est un roman en quatre mains. Donc, je suis pas une pro de King. J'en ai pas lu non plus tant que ça. Euh, enfin, le roman à quatre mains, ça change aussi peut-être la plume de ceux qui sont vraiment habitués à la plume seule de King. Bah, peut-être que forcément, bah, il y a la contribution de son fils. Mais j'ai quand même trouvé que c'était un roman intéressant. Puis, de nouveau, ce que je dis dans la vidéo, c'est quand même l'auteur le plus lu au monde. Oui. Et le fait qu'il traite ce genre de sujet, même si peut-être c'est un peu maladroit, même si
évidemment, si t'es archi plongé dans tous les livres de féministes et tout, bon, bah, tu te dis, ça manque un peu, ça manque un peu de nuances et tout. Et c'est quand même le mec le plus lu au monde, donc forcément, ça a un impact positif sur la vision des gens. Et si ça amène des gens en fait à se poser des questions, en fait, c'est le but premier, quoi. Donc tant pis si c'est pas parfait. Je trouve que je pense pas que connaissant King, je pense pas qu'il ait fait ça euh, pour euh, pour faire plus de ventes parce que il a écrit un Il a pas livre besoin de machin ça. féministe. Exactement, voilà, c'est ça. S'il l'a fait, c'est ingénument parce qu'il avait envie d'apporter voilà, sa pierre à l'édifice. Donc voilà, peut-être que voilà, ses intentions sont un peu décriées. Enfin, je sais pas trop. Après, Après, franchement, on connaît pas trop. faut savoir qu'il a quand même écrit Carrie en 1974 et qu'il avait Oui, déjà des idées ultra féministes dans ce titre, hein, donc c'était son premier exactement. roman. Exactement. Et puis du coup, disait le King le plus féministe, moi je trouve que c'est Rose Madder, parce Mhm. qu'il aborde en fait tellement de sujets. Enfin, Rose Madder, il est quand même sorti, je crois, c'était en 80, un peu avant les années 2000. Et 95. 95, ok, bah voilà. Il est sorti en 95. Ah, il est aussi vieux que moi. Ah ouais, donc il est quand même assez vieux. Et ça parle de violence conjugale, ça parle de fausses couches, ça traite le sujet du foyer des femmes battues. Enfin, il y a l'implication de, ok, comment t'éduques ta fille quand toi-même t'as eu un passé enfin, un présent de femme battue, cette complexité des relations qu'il y a. Enfin, enfin, je trouve que c'est hyper actuel, surtout on en parle beaucoup du fléau des femmes qui meurent encore sous le coup de leur conjoint, etc. Et c'était il y a 25 ans, et il parlait déjà de tout ça en étant déjà un auteur qui était archi reconnu. Et je trouve ça fou, enfin, de parler même de la fausse couche. C'est pas un sujet que tu vois beaucoup traité dans les romans qui sont aussi vendus, qui sont mondialement aussi commercialisés. Enfin, du coup, ouais, je dirais Rose Madder. Ok. Bah, nous, actuellement, on est en train de lire Jessie, justement, pour le Mars au féminin. Euh, Ok, Enfin, pour le mois de la femme, Mars au féminin. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont mitigés. Alors, moi, j'avais vu le film fait par Netflix que j'avais beaucoup aimé. Et ouais, j'ai pas encore lu le livre, mais j'ai lu le premier chapitre. Et tu prends déjà une claque dans la ouais. tête au niveau du féministe, dans le premier chapitre. Et c'est pour ça que je conseille au moins aux gens de lire au moins le premier chapitre de ce titre pour vraiment mettre les choses en place. Quoi, parce que... Ouais, et puis surtout, Jessie, il y a un côté où au début, bon, tu commences le livre et tu te dis, mais comment on va faire un livre entier sur ça? Genre, tu vois, comment il va tenir pendant, je sais pas combien de pages, 400. style 400 pages, voilà, sur cette histoire-là. Mais en fait, c'est archi profond après parce que bah, forcément, c'est hyper introspectif et que, il y a énormément, pareil, de sujets assez durs et assez violents qui sont abordés par la suite. Donc, faut pas se laisser décourager. Par les tout premiers chapitres en se disant, bon, euh, en fait, dans quelle direction il va aller? Genre, je vois pas comment il pourrait continuer l'histoire, parce qu'en fait, après, ça devient hyper intéressant et il y a des intrigues un peu, enfin, pas des intrigues, mais des problématiques et des sujets de second plan qui viennent enrichir le récit. Et c'est vrai que Jessie, c'est pas mal. Bah, de toute façon, ça fait partie de sa trilogie féministe avec Dolores Claiborne. Je l'ai pas lu par contre. J'en ai lu aucun des trois du coup, pour le moment. Ok. Enfin, je suis en train de lire le Jessie du coup, mais j'ai Rose Mader dans ma palle aussi. Mais il fait peur, hein, et c'est une belle pavasse aussi, quand même. Ouais, ouais, il est bien, ouais, il est bien gros. Mais ouais, bah, du coup, avec Dolores Claiborne, lui, c'est le seul que j'ai pas lu, mais c'est les trois considérés un peu comme les plus féministes C'est de, la trilogie de King. féministe, je crois qu'on dit, comme on les Exactement, appelle. la trilogie féministe. Ouais. Exactement. Et en continuant dans le féminisme, juste après, tu as sorti une autre vidéo. C'était sur le livre She Said de Jodie Cantor et Megan Dewey. Mhm. Et là, j'ai beaucoup aimé aussi cette vidéo parce que tu as vraiment fait un peu un. Comment on peut dire? Vraiment une critique, mais spécifique à ce roman, en montrant toutes les implications qu'il y a eu derrière. Donc, qui a été, pour ceux qui sont pas au courant, She Said, c'est le livre, c'est le livre qui va lancer le mouvement. Enfin, c'est pas le livre qui a lancé le mouvement MeToo, mais qui va parler du mouvement MeToo. Comment le mouvement MeToo est arrivé avec l'affaire, ouais, Harvey Weinstein, c'est ça. Weinstein. Voilà, Ouais. Weinstein. Et j'ai adoré aussi ta vidéo sur ça, où vraiment t'as sorti tout, qu'est-ce qui s'est passé
qu'est-ce qui a fait l'émergence de ce bouquin et qu'est-ce qui a porté ce bouquin. Donc vraiment, je vous invite à aller voir cette vidéo parce que moi, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je l'avais ajouté à ma wishlist parce que je dois t'avouer que je n'en avais jamais entendu parler avant que t'en parles de ce livre. Et Ouais, pourtant, il a eu un prix. Comme quoi. exactement. Bah, c'est vrai que ça, c'est les formats un peu Facebook qui sont un peu plus courts ou sur lesquels je me concentre sur un seul livre. C'est pas mal, bah, soit des livres que j'ai lus il y a plus longtemps, donc enfin, ça fait pas partie de l'actualité de la chaîne, soit des livres où je me dis, mais ils sont archi nécessaires, ils sont vraiment archi nécessaires. Et pourquoi est-ce que on n'en parle pas plus? Enfin, j'ai vraiment cette volonté de me dire, bon, à ma petite échelle, j'essaye de les mettre en avant. Mais c'est vrai que Shiseido, pour le coup, c'est ni vraiment un essai, ni un roman, c'est vraiment enfin, un roman journalistique, quoi. Mais il se dévore. Je m'en souviens, je crois que je l'ai lu en genre 2 après-midi et je pouvais pas le lâcher. Et ma colocataire était à côté de moi, style dans le salon pendant que je le lisais. Et à chaque fois, je m'arrêtais et j'étais révoltée. Je disais, mais tu te rends compte? Et en fait, je lui faisais le récit au fur et à mesure de ce que j'étais en train de lire. Et, et vraiment, le livre est incroyable parce que on a tout entendu parler, tous et toutes entendu parler de l'affaire Weinstein, le début un peu du mouvement MeToo, euh, mais de plus ou moins près. En fait, au début, quand ça se lance, ok, t'en entends un peu parler, t'apprends que Harvey Weinstein qu'il a agressé sexuellement des femmes, des actrices très connues, des femmes un peu plus de l'ombre. Mais bon, à part ça, enfin moi en tout cas, personnellement, je connaissais pas vraiment, je connaissais pas vraiment grand-chose de plus. Puis après, il y a le mouvement tout qui a du coup qui a dépassé Weinstein, qui s'est un peu plus démocratisé. Mais en fait, ce qui était fou dans ce livre, c'est vraiment quand tu apprends à quel point c'est systémique et surtout que tout le monde est au courant et que tout le monde le cache et que en fait c'est ce qu'on avait vu en fait dans les médias de MeToo, c'était vraiment la partie émergée de l'iceberg et qu'en fait il y a tout le reste et Mm. tu te dis mais vraiment c'est c'est une horreur, vraiment c'est une horreur. Et Weinstein en fait ça a été entre guillemets le premier à tomber, un des premiers à tomber, mais en fait enfin, c'est un Oui, parmi des dizaines, quoi. aux États-Unis, t'as aussi celui qui faisait la chaîne, la Nickelodeon. Non, c'est pas Nickelodeon, je sais plus comment ça s'appelle. Celui où il y a eu Britney Spears et tout qui y sont passés et qui était connu aussi pour justement profiter des enfants. Mais lui, c'est pire, c'est les enfants en plus aussi. Ah, Enfin, ah, pire. quelle horreur. Enfin, je sais pas si on peut réellement dire que c'est pire étant donné que c'est quand même aussi un crime, mais et c'était sur les enfants. Et en France, on a eu aussi bah, très récemment Brajlon qui a aussi Ouais, eu cette histoire de tout le monde était au courant, mais voilà. Et ça m'énerve ça. exactement. On... Exactement. Tout le monde était au courant. Enfin, personne ne dit rien. Et puis, bah, par exemple, dans le livre Shisei, tu apprends que, en fait, tous les avocats et les mecs de la boîte de Weinstein faisaient signer des accords de confidentialité aux femmes pour qu'elles se taisent. C'est-à-dire que on lui disait, bon, bah, déjà, personne va te croire, t'as Mhm. aucune preuve, c'est ta parole contre la tienne. Et avant, vraiment, la parole des femmes n'était pas du tout écoutée. Et on lui disait, bah voilà, prends de l'argent, tiens, prends de l'argent. Et puis comme ça, il se protégeait dans le sens où, bah, sur le coup, j'avoue, t'es là, t'as un peu peur, tu te dis, c'est vrai, personne va me croire. Bon, bah, pourquoi pas essayer de, je sais pas, tirer profiter de cette histoire. Bon, euh, tu te fais un peu intimider, on te fait croire que soit tu prends l'argent, soit tu retrouveras plus jamais du travail dans l'industrie de l'audiovisuel, etc. Mhm. Donc il y en a qui forcément qui acceptent. Et puis après, comment tu fais quand tu te sens prête à parler des années après, quand tu as un peu fait un travail thérapeutique sur toi et que tu te sens assez forte pour affronter les médias, bah, t'es bloqué, hein, t'es bloqué, tu peux pas, ils t'ont fait signer un accord de confidentialité. Et en fait, les journalistes, c'est face à plein de trucs comme ça qu'elles se sont retrouvées bloquées parce que en Mhm. fait, non seulement les mecs cachent ce qui se passe, mais en plus, vraiment, tu te rends compte qu'il y a une réflexion qui est faite pour essayer de se couvrir au maximum sur le long terme parce qu'ils n'ont pas l'intention d'arrêter et qu'ils n'ont aucun remords, ils s'en foutent. Et qui savent que Et ça, c'est de la pourriture ce qu'ils ont fait aussi. mais Vu oui, qu'ils se voilà. Et protègent, ils savent que après, ce qu'ils font, c'est pas e- bien. exactement, ils sont en mode, ah, mais c'est des avances qui ont été mal interprétées, j'en sais rien. Ensuite, face à la justice, ils te sortent des excuses bidons. Mais le mec a pris le temps hein, de faire signer un accord de confidentialité à la fille. Donc forcément, tu sais très bien que ce que tu fais est répréhensible, mais tu continues à le faire. Enfin, le livre est vraiment passionnant. Et,
et il faut pas du tout avoir peur par le côté justement un peu journalistique parce que c'est archi bien écrit. On voit vraiment l'avancée en fait de l'enquête, tous les obstacles auxquels elles se sont confrontées, et puis surtout ça remet vraiment la parole de la femme au centre, quoi, parce que ça explique à quel point c'est difficile de parler, à quel point il faut du courage, à quel point les femmes entre elles se sont entraidées, parce que en fait il suffit qu'il y en ait une qui ait le courage à un moment de se dire ok j'y vais, pour qu'il y en ait d'autres que ça inspire. Enfin, il y a vraiment ça reprend. Bah, du coup il y a Gwyneth Paltrow qui était très impliquée dans l'affaire aussi. Il y en a d'autres qui ont moins parlé, mais elle s'est vraiment impliquée. Et c'est pareil, je me dis en tant qu'actrice et, et, euh, et femme publique, de aussi mettre en jeu ta carrière en osant tenir tête aux plus gros producteurs d'Hollywood. Enfin, pareil, tu vois, ça remet vraiment les femmes au centre de l'histoire qui est, bah, elles ont été victimes d'un pervers, quoi, et d'un monstre. Et puis après, elles ont le courage de, 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 de parler, quoi, parce que c'est fou. Enfin, Et oui, et oui, et oui. Et en plus, à chaque fois, le problème, c'est qu'on leur dit, mais pourquoi t'as pas parlé avant? Bah, parce que. exact, ça, oh là là, ça c'est vraiment, c'est déjà, enfin, je pense qu'on sous-estime le travail de reconstruction que ça demande. Enfin, euh, après avoir vécu ce genre de choses, et je me souviens comment, comment s'appelle la série? C'est Unbelievable, non? Ah oui, Euh, oui, 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 c'est ça, Unbelievable. Unbelievable. Voilà. Et ben, un des tout premiers épisodes, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une jeune femme qui se fait violer en fait chez elle par un homme qui rentre Sur un, par dans un camp de effraction. vacances. Dans un camp de vacances, elle se fait Ok, violer. voilà, dans un camp de vacances. Quand elle va voir la police, ensuite, bah déjà, elle y va pas tout de suite, parce qu'elle est sous le choc, etc. Et je crois qu'elle attend le lendemain matin, et puis elle va voir les policiers, elle leur raconte l'histoire. Et en fait, vraiment, cette scène est horrible, parce que tu es sous le choc, tu racontes une première fois ton histoire, il faut le temps de remettre un peu tes souvenirs, tu essaies de te souvenir exactement de ce qui s'est passé, tu dis quelque chose, puis peut-être qu'en fait, après, ils vont te demander de répéter une deuxième fois. Et puis tu vas peut-être contredire un détail, mais juste parce qu'en fait, est tellement, ça vient de se passer, tout est tellement flou, tout est tellement irréaliste, t'es vraiment sous état de choc. Il suffit que tu dises un truc contradictoire, ils se mettent à douter de ta parole, et il te faut répéter une troisième fois, et ensuite tu dois re-répéter quand tu vas à l'hôpital pour qu'ils prennent, du coup, qu'ils essayent de trouver des preuves biologiques sur ton corps, tu dois subir un examen, etc. Ils te demandent de répéter, et puis ensuite ils te rappellent, et tu dois encore répéter ton histoire. Et en fait, enfin, même toi, tu te mets à douter, tu sais plus en fait exactement parce que t'es tellement, enfin, ton cerveau, ton cerveau arrive pas à réfléchir correctement. Et en fait, c'est normal. Et vraiment, cette scène, elle m'avait marquée parce que je m'étais dit, mais enfin, c'est sûr, en fait, c'est la réalité que beaucoup de femmes ont, ont dû vivre. Et en fait, il y a vraiment des cas où ça t'implante des faux souvenirs, dans le sens où on te fait tellement douter de ta parole que tu te mets à penser qu'en fait, ça s'est pas vraiment passé. Et en fait, bah si. Et Et il faut savoir que ça, c'est c'est tiré fou. d'une histoire vraie, en plus, Unbelievable. Exactement. Ouais. Donc, Et, ouais. Moi, cette série est folle. j'avais adoré le duo parce qu'après, on a un duo d'inspectrices qui, du coup, elles vont croire l'histoire parce que trop de. En fait, si vous voulez, le violeur n'a pas fait qu'une victime, il en a fait plusieurs. Et en fait, il a fait dans plusieurs États. Et aux États-Unis, à l'époque, chaque État s'occupait de leur affaire. Et les dossiers n'étaient pas traités ensemble. Donc, si tu voulais être un violeur à l'époque aux États-Unis, tu violais une fille dans chaque État. T'avais pas de problème, quasiment, parce que le temps qu'on te retrouve. Et Unbelievable, c'était ça en fait. Et c'est des flics qui vont se regrouper pour se retrouver cette affaire. Et on a vraiment cet épisode où tu racontes 50 fois ton histoire à 50 personnes différentes et ta parole est tout le temps mise en doute. Et en plus, bon, je laisse le reste à découvrir dans la série, mais ça va beaucoup plus loin après pour elle, parce que c'est de plus en plus dur au fur et à mesure de l'histoire. Ouais, ouais. Puis ce qui est bien aussi, c'est que justement, ça montre qu'il n'y a pas une manière de réagir face à une agression. Que, comme du coup, on va découvrir plusieurs femmes à qui ça arrivé, bah, en fait, il y en a qui réagissent de manière pas très sereine, enfin un peu presque comme si elles étaient détachées de leur propre histoire. Il y en a d'autres qui vraiment n'arrivent pas du tout à en parler. Enfin, en fait, ça montre bien qu'il n'y a pas une manière de réagir. Et souvent, on dit, ah bah justement, voilà, pourquoi t'en as pas parlé tout de suite? Ah bah pourquoi, bizarrement, t'as pas l'air si traumatisé pour quelqu'un qui ça vient d'arriver? Enfin, c'est quel genre de réflexion ça? En Hmm. fait, il y a plein de manières de réagir. Et vraiment, la série est hyper complète et c'est vrai elle est très, très, très bien faite.
Et Alors, elle avait fait beaucoup parler d'elle. je sais pas si sur Insta tu suis. J'ai oublié leur prénom, c'est c'est Camille et Justine. Je sais pas si tu les Oui, suis. Camille et Justine, oui, je les Ouais, suis. qui sont ultra féministes aussi. Non, bah, c'est leur compte hein, qui est niveau féministe. Et j'aime beaucoup parce qu'ils ont Ouais. un réel où justement c'est ça en fait. Elles vont faire en sorte que oh, je me suis fait cambrioler et genre il dit il faut que tu ailles porter plainte. Oh je me suis fait voler ça. Oh faut que tu ailles porter plainte. Oh je me suis fait agresser, faut que tu ailles porter plainte. Et au moment où il y a une fight, il me dit oh je me suis fait violer. T'es sûr? Mais ça s'est Mm. vraiment passé. Et c'est vrai que la société n'est pas encore malheureusement assez construite pour arriver à ça. On y arrive, mais il manque encore un peu de Ouais, grain à c'est ça. moudre, si je puis dire. Ouais. Mais bon, Euh, genre, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, je te laisse finir. Ah, J'allais passer sur un autre non. sujet, donc. Non, mais j'allais juste dire que enfin, moi, je suis quand même plutôt optimiste dans le sens où, en fait, maintenant, c'est quand même un sujet où nous, on est tellement à fond dedans, les jeunes générations et tout, que on a l'impression que c'est omniprésent et que c'est vraiment, ça fait partie, en fait, juste de notre éducation. Enfin, c'est juste normal, en fait, de croire les femmes qui disent avoir été agressées, etc. Mais, euh, mais je suis quand même optimiste dans le sens où, en fait, nous, plus tard, on va être à la tête du coup de toutes les institutions qui vont gérer ça. Et en fait, bah, petit à petit, les mentalités vont changer. Là, c'est sûr que va essayer d'éduquer des hommes de 70 ans qui prennent des mesures pour nous. Bon, bah, franchement, bizarrement, Hmm. est pas fantastique, quoi. Mais voilà, au fur et à mesure qu'en fait les jeunes générations vont euh, remplacer les anciennes, j'ai quand même vraiment très bon espoir que on va quand même dire adieu à toutes ces problématiques, style les flics, pas les femmes qui viennent porter plainte, par exemple. Ouais, j'espère. J'espère. Ouais. Ok. Bon, du coup, on va passer un peu à une autre thématique, parce qu'on arrive déjà quasiment à Mhm. la fin, ça passe tellement vite. Ah non, Déjà, déjà? Ouais, ouais, il est déjà moins le quart. Il est déjà moins le quart. Le chat, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, comme d'hab. Donc, au niveau chronique, par exemple, est-ce que. Donc, t'es très peu actif sur Insta, dans mes souvenirs, j'ai pas trop vu de chroniques, mais pour tes Pas du vidéos, tout. est-ce que tu les prépares en avance? Est-ce que tu te dis, il faut que j'en sorte une par semaine? Ou tu te dis, j'en sors une sur un thème qui m'intéresse, il faut que je le bosse à fond? Comment tu gères, toi, au niveau de tes vidéos sur YouTube? Bah, au début, c'est vrai que je me mettais la pression, je me disais, il faut que j'en sorte une par semaine et tout, euh, pour bah, faire du contenu, parce que justement, je suis pas très active sur Instagram, mais c'est vraiment, en fait, j'essaye de réfléchir à une façon dont je pourrais utiliser Instagram qui me convient, dans le sens où en fait, c'est pas un réseau social que j'utilise trop personnellement non plus. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à être présente, parce que je suis pas tant que ça. En fait, je suis pas beaucoup sur mon téléphone la journée. Mhm. Et du coup, bah, YouTube, ça me convient un peu plus. Puis j'aime beaucoup le format vidéo. Mais au début, je me mettais beaucoup la pression. Genre, faut que vraiment j'en sorte une vidéo par semaine et tout. Puis maintenant, j'ai un peu lâché prise. Je me dis, bon, faut quand même que ça te fasse kiffer. Si des fois, tu as des semaines où tu as plus de travail, bah tant pis, t'es pas obligé de te forcer à filmer et tout. Puis sinon, je me dis, ça se ressent si je me force peut-être à filmer alors que j'en ai pas forcément envie. Donc maintenant, je sors quand même genre une vidéo à peu près, je pense, toutes les semaines et demie, 2 semaines max. J'essaye vraiment quand même d'apporter un peu de contenu. Mais, niveau chronique, en fait, ça dépend. J'aime bien changer de format. Donc, il y a des moments où je vais préparer une vidéo sur un seul livre. Il y a des moments où je vais faire juste un point lecture parce que c'est des livres que j'ai pas, enfin, c'est pas que j'ai pas envie de les mettre en avant tout seul, mais je me dis, bon, voilà, un point lecture un peu global de ce que j'ai lu, ça peut être sympa. Euh, c'est vrai que il y a des vidéos aussi un peu thématiques que je prépare, etc. Donc j'essaye un peu de varier les formats parce que je me dis, bon, non, j'ai l'impression que ça va être chiant ce que j'ai à dire en vidéo si c'est tout le temps la même chose. Et moi, ça me permet aussi de pas me lasser, de me faire un peu plus plaisir sur certains montages ou des choses comme ça. Parce que les points lecture, c'est pas les vidéos sur lesquelles tu peux faire le plus de montage. Et moi, c'est quand même un truc que j'aime bien faire. Donc, même si je suis pas, franchement, je suis pas archi douée, mais j'aime bien, j'aime bien essayer de développer un peu mes compétences en montage. Donc, je sais pas, j'avoue que en fait, j'ai pas trop de discipline, j'ai Oui, pas bah trop de règles. après c'est un plaisir, hein. Je pense pas que, que ça soit ton Ouais, métier, c'est donc ça. Non, pas du tout.
Se faire plaisir. Alors Céline avait une Ouais. question sur She Said, elle demandait si un ou une adolescente peut le lire ou tu conseilles quand même un certain âge. Alors, adolescente, bah, ça dépend, peut-être 10, enfin 12 ans par exemple, peut-être pas. Après, 16-17 ans, enfin plus fin d'adolescence, je trouve que oui. Alors, il y a rien de choquant qui est décrit comme scène. Des scènes, les scènes d'agression, des choses comme ça ne sont pas du tout décrites de manière choquante, mais les faits en eux-mêmes sont choquants. Donc je pense que en fait, c'est pas vraiment l'âge, mais c'est plutôt, il faut accompagner peut-être l'adolescente, le lire avec lui, le lire avec elle, que vraiment si elle a des questions, qu'elle puisse vraiment en parler, peut-être que ce soit un sujet qu'elle ait déjà abordé avec vous avant, euh, vraiment qu'il y ait un accompagnement, parce que c'est assez, enfin, il faut pas non plus après lire ça et avoir peur de tous les hommes qu'on va croiser, quoi. Hmm. Ça serait un peu dommage. Donc, en soi, le livre est pas du tout, c'est pas du tout voyeuriste, quoi. Ok. Donc, je pense qu'il peut être il peut être lu à l'adolescence, mais simplement qu'il y ait un vrai accompagnement de discussion pour qu'elle arrive à vraiment appréhender et comprendre tout ce qui s'y passe sans être laissée à elle-même face à tous ces faits, quoi. Ok. Voilà. Dac. Bon bah voilà, Céline, tu as ta réponse. Après, ça dépend Mm. de l'âge, je pense aussi. En effet, tu vas peut-être pas faire lire ça à quelqu'un de 11 ans, mais ouais, en effet, Non, 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 14-15 ans, voilà. je pense que ça peut déjà le faire. Ouais. Hop. Bah, ça passe vite le temps. Ça passe vite. Beaucoup de questions. Oui, je suis désolé, c'est de ma faute. Hein. C'est moi qui fait qu'en plus, faut qu'on s'arrête assez tôt parce que derrière, j'ai j'ai un truc de prévu, malheureusement. Oui, donc du coup, tu parlais du montage. Tu passes beaucoup de temps sur le montage ou pas? Ou c'est un truc bon, que t'aimes bien en faire, mais tu te dis pas, il faut que. Genre une vidéo de 1 heure, tu passes pas 10 heures dessus? Ou ça t'arrive de passer vraiment du temps à faire du montage? Ça m'arrive quand même de passer du temps, hein. En fait, paradoxalement, les vidéos longues, très longues, c'est celles où je passe le moins de temps de montage parce que souvent ça va être des points lecture. Donc en fait, à part que je sais pas, les moments où je trouve que je bégaye trop, des trucs comme ça me prend pas un temps fou. Ça prend, voilà, si tu montes une vidéo de 30 minutes, ça va prendre peut-être 1 ou 2 heures en tout avec la miniature et tout. En vrai, ça va. Mais les vidéos qui sont plus courtes, pas justement comme celle de Stephen King ou celle de She Said, où je vais essayer, déjà, je vais plus préparer en amont ce que je dis. Donc, ça va être des vidéos qui vont être scriptées, donc ça prend un peu de temps. Et puis après, au niveau du montage, j'essaye d'ajouter des images, j'essaye de rendre ça un peu dynamique. En plus, je fais une formation Final Cut à côté pour essayer en fait de maîtriser l'outil parce que sinon, il y a trop de Hmm. trucs et c'est impossible enfin, à maîtriser ça et tout. Donc franchement, les vidéos les plus courtes sont celles qui me demandent paradoxalement le plus de montage. Mais c'est vrai que ça me prend du temps. Mais en fait, j'aime bien me dire, OK, j'aimerais bien réussir à faire cet effet-là. Et en fait, de voir que mes vidéos progressent, enfin, quand je vois les toutes premières vidéos au niveau montage et qualité par rapport à ce que je fais maintenant, je trouve que j'ai quand même progressé. Et c'est quelque chose que je m'amuse en fait à faire. Et c'est vrai que Ouais, ça me c'est prend pas un du temps, ouais. calvaire. Non, c'est pas du tout un calvaire. Genre, je Ok. sais que dans une autre interview, vous parliez du fait que vous détestiez faire ça. Oui, Et oui, franchement, c'est je ça. comprends, hein. Ah oui, moi, montage. Là, tu vois, Mm. je vais prendre l'interview, je vais mettre mon intro et voilà, ça sera fait quoi. Il y aura pas. Ouais. Après, Euh, c'est pas des vidéos qui se prêtent aussi beaucoup au montage, les interviews comme ça. non, 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 non. En fait, c'est ça, il y a des vidéos enfin, en fait, on est beaucoup à consommer le BookTube comme du podcast. Hmm. C'est sûr que, voilà, on met la vidéo, on écoute la vie des gens et puis voilà. Mais les vidéos, justement, qui sont plus scriptées, moi, j'aimerais bien que ce soit des vidéos où les gens vraiment se posent parce qu'en fait, entre guillemets, le message que j'ai envie de faire passer, il est plus enfin, j'ai envie qu'il passe plus efficacement. Genre, She Said, j'ai envie vraiment que les gens aient conscience de l'impact de ce livre et de ce dont il traite et tout. Donc, c'est pour ça que j'essaye de les faire euh, intéressantes en audio, mais aussi un peu dynamiques au niveau du montage pour que, en fait, les gens aient envie de la regarder en entier et que voilà, ils quittent pas la vidéo, je sais rien, au bout de 2 minutes, quoi. Après, elles sont pas très longues ces vidéos. Je crois qu'elles font même pas Non. 10, elles fait maximum 10 minutes, je crois, ces vidéos Ouais. dans ce format-là. Ouais, ouais. Est-ce que tu as préparé un texte pour les vidéos sur un livre en particulier comme She Said demande Emma. She Said, ouais.
Ouais. j'ai préparé ce que j'allais dire parce que ça m'évite en fait de bégayer, ça m'évite de parler en fait. Parce que des fois, quand on parle d'un livre comme ça en avis lecture à chaud à froid, c'est sympa parce que il y a un côté où ça nous vient naturellement, il y a un côté très naturel où c'est comme si on parlait à quelqu'un. Après, des fois aussi, on va parler pendant 2 minutes pour dire un truc qui en fait aurait pu être exprimé en quelques phrases de manière beaucoup plus impactante. Hum. Et du coup, bah, les vidéos comme She Said ou celles, comme on en a parlé du féminisme de Stephen King, ou les vidéos un peu Facebook en règle générale où je parle d'un livre en particulier. Celles-là, c'est des vidéos que je scripte, ouais. Je les prépare avant. Je prépare un peu ce que je vais dire pour que vraiment il y ait un maximum d'informations intéressantes, tout en restant dynamique, tout en restant un peu sympa à écouter, à regarder. Enfin, je trouve qu'il y a un travail de rythme. En fait, c'est ça, c'est un travail de rythme qui doit être fait un peu plus de manière profonde. Et du coup, j'essaie, ouais, celle-là, je les prépare avant. Ok. Ok, ok, mais écoute, c'est super cool. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je repensais au niveau du montage que je t'avais signalé que tu as une partie muette sur mon Oui, signe oh là là, astrologique en non. plus, j'étais vexé. Je fais, Oh oh non, non, désolée. mon signe. Ah là là, ça m'a fait beaucoup rire. Mais ouais, j'étais en mode, Ouais. ah, on n'entend plus rien, au secours, je Ah n'entends ouais. plus. Oh non. Ah là Et là, en mais plus, c'est. ça, c'est tu te dis, mais comment j'ai fait pour pas le voir? Et en fait, bah, je sais pas, genre, Ouais, bah après, quand vraiment. tu passes des heures sur le montage, des fois, tu te rends pas compte, hein, des fois, c'est. Ouais. Et puis, il Mais suffit que tu fasses en fait un CTRL Z pour annuler un truc que tu viens de faire. En fait, tu le fais 2 fois, tu t'en es pas rendu compte, tu as hmm. annulé la suppression du petit plan et tout. Mais, euh, mais ouais, bon, bah écoute, ça fait partie des aléas du montage, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça, mais ça m'a fait. Je fais, mais attends, c'est moi Ouais. qui bug ou. En fait, j'entendais encore la musique de fond, je fais, ah non, c'est pas moi qui bug. Ah non, pas du tout. Aïe aïe aïe. Mais bon, bah écoute, c'est comme quoi, hein, le montage, même si on s'y connaît beaucoup, il nous arrive encore de faire des erreurs. Ouais, mais oui, hein, franchement. Puis après, enfin, c'est humain, quoi, c'est normal. C'est ça, c'est ça. Puis ça fait du coup un peu une petite vidéo souvenir du moment. Ah là, je me suis Ouais, bah oui, planté. ouais, c'est ça. Mais Au début, je m'étais dit, ah, qu'est-ce que je fais? Je l'enlève, je la reupload et tout. Puis en fait, j'ai eu la flemme. Je me suis hum, dit, en fait, les gens s'en foutent. Enfin, ils vont l'écouter en faisant autre chose. Ils vont capter qu'il n'y a plus de son. Ils vont regarder vite fait. Puis en plus, après, ça va repasser à l'audio. Bon, je ça pense dure pas même que. pas 10 secondes, je crois que j'avais vu, c'était juste un Ouais, tout petit passage sur un livre. ouais, c'est ça. En plus, c'était sur un livre C'est sur ça. la bouffe, quoi. C'était super intéressant. Ouais, celui sur les sushis. C'est ça. J'ai un copain qui adore les sushis. Alors, mon copain, il est fan des sushis. Donc, je me suis dit, ah, je vais peut-être Ah ben, regarder. Et. ouais, Mais bon, le livre est vraiment bien. Pour ouais. ceux qui aiment bien la cuisine japonaise, Ouais, le mais livre est vraiment lui, il lit pas, malheureusement. Il me demandera quand est-ce que sort le film. sympa. Alors, donc, bon, il est 56. Je veux pas te libérer trop tard non plus. Donc, un petit Ok. rituel à la fin de l'interview. Mhm. C'est la personne interviewée qui me pose une question, qui me donne un petit challenge à faire, ou quoi que ce soit. Céline, il y a 2 semaines, m'a fait acheter Tout le bleu du ciel, parce qu'elle me proposait quoi lire en romance. Donc je te propose à ton tour de me poser une question ou un truc que tu me conseilles de lire et quelque chose que j'essaierai de lire d'ici fin 2022. Ah, bah, peut-être. Putain, j'avoue, j'ai pas du tout préparé ça, mais là, le truc qui me vient à l'idée, c'est quoi le genre littéraire où tu te dis jamais de la vie, je lirai ça. Enfin, vraiment, c'est pas du tout pour moi, vraiment, j'aime pas trop, je ne pas. Alors, j'ai pas de... Ouais, le genre littéraire que je lis le moins, c'est la romance. Sur ça, voilà. Mais après, c'est Ok. pas non plus. Ah, je lirai jamais ça, tu vois. J'en ai Ouais, lu, je peux en lire, mais c'est pas le genre vers lequel je vais me précipiter. Céline, par exemple, du coup, ouais, on en avait parlé et elle m'avait dit de peut-être lire plus de la romance contemporaine. Parce que moi, je ne supporte pas les clichés sur la romance. C'est un truc mhm. qui m'énerve. Comme je disais à Céline, je fais, la plupart du temps, t'as trop de scènes. Moi, les scènes de sexe, déjà, ça me saoule dans les bouquins. Et en Ouais. plus, à chaque fois, t'as l'impression que le mec, il a l'Empire State Building dans son pantalon, quoi. Donc, voilà. Mais ouais, c'est la romance, ouais, vers lequel je vais moins me diriger. Après, quand il y en a, c'est pas non plus une torture. Par exemple, dans la fantasy, il y en a souvent. Mais c'est pas non plus vers le genre lequel je vais sauter de joie en y allant. Ouais, ouais. Bah, peut-être alors le défi de cette année, c'est de lire un livre où vraiment tu te dis, là je sors grave de ma zone de confort. Genre vraiment là tout seul, j'y serais jamais allée, j'aurais jamais acheté, j'aurais jamais lu ça. Et là c'est vraiment sortir de ma zone de confort, mais j'y vais par, je sais pas, curiosité
ou juste, bah peut-être si c'est une romance, tu te diras, finalement, il y en a des pas si clichés que ça, il y en a des qui sont plus intéressantes que ce que je pensais. Donc, que je lise un livre qui me sort de ma zone de confort. Et bah écoute, ça va aller très bien Ouais. parce que du coup, j'ai déjà acheté tout le bleu du ciel. Donc, comme ça fera un livre qui me sort de Ah ma bah zone de voilà. confort. Ok, ok. Puis bah du coup, je t'annonce que j'ai aussi acheté She Said pendant l'interview. Donc, Ok, je n'ai pas trop lu cool. de romans journalistiques. C'est vrai, j'en ai jamais lu des romans journalistiques. Donc, ce sera aussi un défi. Tiens, tu vois, il fera partie de ton défi. Mm, De ok. ton défi. Et bah, ravi, j'espère qu'il te plaira. Eh bah, j'espère aussi, du coup. Sinon, au pire, je viendrai demander. Non, je rigole. Je viendrai demander remboursement. Non. Remboursement, satisfait ou remboursé. T'imagines si on faisait ça, on Oh aurait mon plus dieu. d'argent. Ouais, c'est ça, on serait ruiné, on pourrait plus acheter de livres. On arrêterait. Ah bah écoute, merci beaucoup de ce moment, Mathilde. C'était très cool. J'ai Merci à bien toi. aimé. J'espère que ça t'a plu. Mm. Toi aussi de ton Ah oui, côté. c'était trop court. C'est trop T'as cool. Ouais, de- c'est ça, 1 heure. T'as besoin d'autres invités à d'autres moments, écoute. Tu Je voudras t'attends. bien retenter l'expérience? Oui, avec plaisir. Bah écoute, si à un moment il y a un thème qui s'y prête, donc, comme j'ai dit, alors j'ai envoyé pendant qu'on discutait, j'ai envoyé le lien vers ta vidéo donc sur She Said, le lien vers ta Mhm. vidéo King, et en plus, donc il y a une commande sur le chat qui permet d'avoir tes liens sur YouTube et Insta. Alors, j'ai pas vu si tu avais mis si tu as d'autres réseaux sociaux sur lesquels tu es, ou Non, c'était essentiellement que sur ces c'est deux-là. ouais, essentiellement sur les deux. Après, sur Insta, je poste pas beaucoup, mais je réponds à tous les messages et j'interagis moi-même avec les gens que je suis. Mais donc vraiment, c'est pas parce qu'entre guillemets, je suis pas très active qu'il faut hésiter à m'envoyer un message. Je suis au contraire très heureuse à chaque fois de discuter. Puis sur YouTube, je suis très présente en commentaire aussi. Donc, Ok, voilà, je suis quand même voilà, assez accessible. super. Et ben écoute, merci beaucoup Mathilde. Ils ont toutes les infos maintenant. Le Oui, replay sera merci à disponible toi. dans la journée avec du coup les liens en barre d'infos. Je vais peut-être mettre aussi les liens du coup des deux vidéos qu'on a parlé beaucoup, donc la Stephen Ouais, King et la She Said. Et ben écoute, au plaisir de te réinviter un jour. Je sais pas quand, mais avec au grand plaisir. plaisir. Et puis Oui, sinon, bah bon week-end à toi, bon dimanche. merci à toi aussi. Allez, Et bye. bon dimanche à tout le monde. Salut! Merci, salut. Hop. Bon, ça vous a plu, j'espère, d'avoir rencontré du coup Mathilde. Je sais pas si vous la connaissiez. Voilà. Donc du coup, vous avez tout le, toutes les infos du coup pour pouvoir échanger avec elle. Donc comme on vous a dit, elle est disponible sur Insta hein, pour les messages privés, donc n'hésitez pas. Voilà. Moi, je l'avais rencontrée sur le live de Isa, donc les Chroniques du Hérisson. Elle avait fait un live comment passer sa panne de lecture et j'avais été en même temps qu'elle en live.